L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Bonjour Damien Fétis. Bonjour Clément, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et puis évidemment dans ces espaces de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire qui nous accueille gentiment pour le tournage de cette émission. On va revenir évidemment avec vous sur l'histoire de cette entreprise, création de Cecody par vos parents Jacques et Marie-Paul Fétis en 1978. D'abord nous dire peut-être quels souvenirs d'enfants vous gardez auprès de vos parents, créateurs et dirigeants de cette entreprise. Oui, avec grand plaisir. C'est vrai que pour moi, c'est très attachant. C'est mon histoire et l'histoire de l'entreprise et l'histoire de ma famille. Sachant que l'entreprise est née presque ici, à quelques dizaines de mètres d'où on est actuellement. Et notre berceau est le port de Nantes, puisque l'ensemble de l'entreprise s'est développé dans l'écosystème nantais, historiquement, avec la propulsion des navires, juste sur la Loire ici, et puis également sur l'ensemble des activités industrielles de la région pour l'agriculture, pour également l'industrie. Et voilà, moi j'ai découvert l'entreprise progressivement. Dès mon enfance, j'ai aidé mon père, par exemple, à peindre son premier bureau. Je l'ai aidé à préparer l'atelier. Et j'ai participé progressivement à son développement et incarné aussi avec mes parents cette entreprise familiale. Et mes parents ont souhaité lui donner les valeurs de notre famille et les valeurs qui nous sont chères pour nos clients et pour nos équipes. Vous arrivez en 2004, ils vous transmettent à vous et votre frère d'ailleurs qui vous rejoint en 2017, 13 ans. C'est finalement une transmission qui se fait en douceur, qui se fait lentement. C'est la garantie aussi justement de la pérennité de ce groupe. Ouais, je pense que c'est important. C'est la force des entreprises familiales, c'est de travailler en famille, donc en confiance. Mais ça peut être la faiblesse si la transmission ne se passe pas bien. Pour nous, ça a pris du temps, mais c'était nécessaire pour construire le groupe aussi que nous avons aujourd'hui. Un groupe qui a des activités complémentaires et qui nous permet d'avoir des ambitions. Alors on parlera après sur la transition énergétique. Vous voyez des éléments justement de rupture ou d'innovation que vous incarnez pleinement dans cette génération et de continuité aussi dans les valeurs justement d'intégrité, d'engagement, de relation au territoire. Vous en avez un peu parlé. Comment ça se traduit très concrètement dans le quotidien, dans votre quotidien de dirigeants et de managers? Alors l'engagement, il est fort pour nos équipes, pour moi-même. L'engagement d'avoir un projet d'entreprise qui a un sens quand on parle transition énergétique. En tant que motoriste, on vient du moteur diesel, notre souhait, c'est d'apporter des solutions décarbonées. Un exemple qui est tout près d'ici, juste de côté de la Loire, avec l'éléphant de Nantes, qui a été la première grosse machine. Nous avons rétrofité, puisque cette machine, nous l'avons, il y a un peu moins de 10 ans, transformée de diesel à un hybride électrique pour qu'elle soit plus vertueuse et qui représente aussi, pour la ville de Nantes, c'est le symbole, une mobilité décarbonée. Groupe Vert, vous l'avez dit, le nom n'a pas été choisi par hasard. Il dit quelque chose de votre engagement, notamment sur les sujets environnementaux. À la dernière lecture du rapport du GIEC, on voit qu'on est évidemment contraint à devoir agir. Vous n'avez pas attendu la publication de ce dernier rapport. Concrètement, qu'est-ce que vous faites chez Groupe Vert pour agir dans ce sens et répondre à ces ambitions, à ces enjeux environnementaux? Donc les engagements de Groupe Vert sont bien entendu autour de l'humain, déjà dans un premier temps, et de l'environnement, puisque nous souhaitons préserver notre environnement tout en continuant de nettoyer et de maintenir une propreté dans les entreprises. Nous avons des produits éco-certifiés, donc biodégradables à 100%, des vêtements issus du commerce équitable et travaillés en local puisqu'ils sont fabriqués à Guingamp. Nous utilisons la mécanisation aussi pour gaspiller beaucoup moins d'eau que le seau bleu et rouge qu'on a pu connaître dans le passé. Donc nous mécanisons ou nous passons sur des balais réservoirs. Alors mécaniser, Pierre-Alexandre Pelage, ça ne veut pas dire remplacer les humains, in fine, vous allez continuer à conserver l'emploi?
Évidemment, puisque la machine a besoin d'être accompagnée. On ne parle pas de robot quand on mécanise, c'est vraiment de l'autolaveuse, donc une machine qui lave, qui aspire, donc moins de TMS pour nos salariés. Plus de risque de glissade aussi, puisque quand vous êtes sur du lavage à plat, le sol est détrempé. Donc là, au moins, il y a une aspiration et un séchage en direct. Donc on préserve aussi la santé de nos salariés, puisqu'il n'y a plus d'action manuelle, mais c'est la machine qui travaille pour le salarié. Et derrière, un rendement plus efficace. Il y a un sujet formation. Vous continuez de former vos collaborateurs en interne, formation continue chez Valéor. L'ADN du groupe, elle est très forte. Alors, elle est portée pour un certain nombre de ses marques, bien évidemment. Elle est portée par son histoire, et puis elle est portée aussi par le cap dont on parlait tout à l'heure. Et on s'est un petit peu, c'est sûr qu'on s'est un peu recentré. On a créé la Valéor Academy, il y a de cela 3 ans à peu près. Mais ça sert à quoi? C'est-à-dire que vous gardez les gens, vous leur donnez envie de rester chez vous, il faut les faire monter en compétences. C'est quoi les sujets de formation? L'idée de base, c'est de les faire monter en compétences. D'accord. On recrute des talents, bien évidemment, et on a des talents en interne. Et ces talents, il faut les faire grandir, il faut les nourrir. Et donc la Valéor Academy, en effet, une grande fonction formatrice. Et donc, toutes les semaines, entre des écoles de vente, des écoles de pose, des écoles de fumisterie, des écoles de managers, 50%, pour vous l'illustrer, 50% de mes directeurs aujourd'hui sont d'anciens vendeurs du groupe. Mon DRH, qui a une fonction très importante, parce que l'enjeu du recrutement, de la fidélisation et du sens donné à nos collaborateurs est très forte. Et l'histoire, allez, je vous la raconte très rapidement, l'histoire de Guillaume, c'est un ancien vendeur du magasin de Trégueux qui a réussi dans sa fonction de vendeur, qui est passé directeur à Quimper, et qui, depuis maintenant 6 mois, a pris la fonction de direction des richesses humaines. Voilà. Donc promotion interne, c'est possible. Promotion interne, c'est tout à fait possible. C'est possible, Pas que, c'est parcours. d'accord, parce qu'on doit se nourrir des talents extérieurs. Et j'invite à ce titre d'ailleurs ceux qui sont intéressés par nos marques, par l'entreprise, par ce qu'elle vit, à aller consulter nos sites, à aller consulter les quelques vidéos sur YouTube et autres, mais qu'ils sachent qu'ils sont évidemment la bienvenue dans la famille Valéor. Comment vous percevez? Vous avez un problème avec le nom de RSE? Ça vous pose problème Je trouve que ces 3 lettres-là sont mal foutues. J'aime pas ce terme. Je trouve qu'il est potentiellement réducteur. C'est-à-dire que c'est un peu comme la qualité dans les années 90. On n'a pas attendu d'avoir des labels ou des normes ou des certifications pour faire de la qualité dans les entreprises. Les RSE, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les entreprises, et peut-être notamment familiales, mais pas que, en tout cas quand il y a une logique de pérennité, on se doit en fait de prendre en compte des éléments globaux, évidemment de performance économique, mais on doit évidemment tenir compte de nos collaborateurs qui sont une de nos richesses principales au niveau immatériel dans les entreprises, le lien au territoire et puis évidemment les enjeux environnementaux. Alors les évolutions de prix sur l'électricité ou autres ont remis en fait l'église au milieu du village de façon un peu brutale. N'empêche que ça fait partie des enjeux et que si on veut que les entreprises soient pérennes, pour moi ça va de soi. Donc maintenant on pouvait appeler ça la performance globale, on peut appeler ça la RSE. Ce qui compte en fait c'est d'avoir un prisme large et le plus en 360 possible pour pouvoir tenir compte à la fois des opportunités mais aussi des menaces qui se présentent, mais aussi des opportunités. Mais comment vous l'avez traduit concrètement cet acronyme qui vous dérange parce qu'effectivement il peut être parfois un peu de la cosmétique, mais comment vous l'avez traduit justement vous concrètement en culture d'entreprise, en acte quotidien? On a basé depuis longtemps en fait, le pilotage et les préoccupations d'entreprise sur la performance globale. C'est-à-dire qu'en permanence, on va être en train de gérer des équilibres sur les enjeux court terme, les enjeux long terme, les enjeux économiques et les enjeux sociaux. Et en fait, on va trouver des compromis qui vont créer plus de valeur en fait, globale. Au final. Moi, j'aimerais bien qu'un jour l'entreprise soit une entreprise avec une économie à impact positif. On n'y est pas. On a un rôle... Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, concrètement? Nous, aujourd'hui, c'est l'impact environnemental qui est négatif. On contribue, je pense, positivement, de façon directe et indirecte sur la partie sociale et économique. Mais aujourd'hui, notre point faible, en tout cas notre point à enjeu fort, ça va être l'environnement, pour pouvoir avoir des avenirs et de la perspective durable. Donc, au quotidien, ça va être par exemple sur la partie
partie sociale, moi, le rapport au travail, je me dis, les dirigeants sont des citoyens comme les autres, les collaborateurs aussi. Quel est le sens qu'on donne à ce travail? Alors, on pourrait avoir des débats sans fin sur ça n'a plus le même sens qu'avant, limite, ok. Moi, ce qui va compter, c'est comment est-ce que ce travail va pouvoir contribuer à ce que chacun ait une vie la mieux possible de son point de vue à lui. C'est-à-dire que, pareil, chacun fait sa part et chacun peut être acteur de ça. Ça veut dire que vous êtes attentive particulièrement à ce que vous demandent vos collaborateurs. Justement, vous dites qu'ils sont aussi des citoyens dans leur demande de sens. C'est conciliable quand même avec la performance qui est nécessaire de l'entreprise aujourd'hui? Je pense que c'est plus que conciliable, c'est un élément à ne pas négliger, ça c'est sans aucun doute, et à prendre en compte encore peut-être plus qu'avant. De là à dire que je suis à l'écoute tout le temps, non, je ne pense pas tout le temps. Et ça peut être des axes d'amélioration. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de démagogie à un moment, de dire écoutez, voilà, la porte est toujours ouverte, on va répondre aux soigner les petits bobos du quotidien, etc. Est-ce que c'est vraiment la vocation d'une entreprise? Non, mais ça peut être de leur apprendre à soigner leurs propres bobos, par contre. C'est-à-dire que et puis c'est d'œuvrer dans une aventure commune. La place des femmes dans l'industrie, est-ce que c'est encore un sujet? Alors vous incarnez évidemment tout le contraire, mais est-ce qu'elles sont encore trop rares et pourquoi? Alors moi, personnellement, non, je ne me pose plus la question parce qu'effectivement, quand je suis dans un débat ou quand je suis dans l'entreprise, je ne me pose pas la question, bien évidemment. Je suis d'abord un être humain avec ses capacités, ses défauts et ses qualités. Et je dirais qu'il en est de même pour un homme, donc c'est la même chose. Maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui sont dans l'industrie, pas assez encore à mon goût, mais je pense que ça avance. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs? C'est la pénibilité qu'il faut réduire dans les métiers d'opératrice, en l'occurrence, et d'opérateur de manière générale. Il faut rendre ces métiers un peu plus attractifs. Alors, je pense qu'au niveau des opératrices, en tous les cas, dans ce qui me concerne, qui est l'électronique, bien au contraire, elles sont bienvenues parce qu'elles sont minutieuses, elles sont consciencieuses, etc. Donc ça se passe très très bien. Je pense que plus on monte dans l'échelle de l'industrie, et peut-être moins il y en a, bien que comme je vous le dis aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc, le plafond de verre, on va le briser un jour? Oui, on est en train de le briser? Je pense qu'on le brise. Il y a quand même pas mal de femmes aujourd'hui qui sont à la tête d'entreprises et de belles entreprises. Une grande partie de votre carrière, vous l'avez faite chez Thales. Oui. Qu'est-ce que vous gardez comme enseignement de cette expérience? Et je pose souvent la question, mais comment vous le mettez aujourd'hui, en tout cas depuis que vous êtes chez Novatec, au profit de cette entreprise? Je dirais qu'en fait, j'ai eu cette chance de démarrer peut-être dans un grand groupe pour, premièrement, acquérir le côté professionnel. C'est vrai que vous êtes quand même bien cadré. Le côté international, parce que j'ai fait aussi de l'international à ce moment-là. Mais j'avais envie de vivre autre chose, en fait, de moins cadré, de moins, je dirais, feutré, et d'être dans la vie avec la vraie vie, quoi. Dans l'industrie, c'est vrai que tous les jours, surtout quand vous êtes au niveau de l'entreprise, au niveau de la responsabilité d'entreprise, vous avez à diriger, et vous voyez, je dirais, la conséquence de vos décisions immédiatement. Quand vous êtes dans un grand groupe, j'aurais tendance à dire, vous savez, c'est un grand paquebot. Alors bien entendu, ils seront là, ils me diraient, oui, mais enfin, il y a quand même des décisions à prendre qui peuvent être impactantes. Il y a une forme d'anonymat, quoi. Mais il y a une forme peut-être plus d'anonymat. Alors que, en fait, quand vous êtes sur une plus petite entreprise, je veux dire, là, ça se voit tout de suite, quoi. Bon, donc, et vous agissez sur le réel, c'est ce que vous faites. Merci beaucoup, Jocelyne Madec. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je rappelle bien sûr que vous êtes la dirigeante de Novatec. Merci à vous. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.